Aujourd'hui à Histoire de camionneur, visite éclair chez le manufacturier de moteurs Cummins en Indiana. Les nouvelles normes environnementales et critères d'admissibilité des camionneurs. Les bonnes histoires parlent toujours de gens comme vous et moi. Dans les 30 prochaines minutes, nous vous proposons d'entrer dans un monde méconnu, surprenant, insoupçonné et profondément humain. Voici Histoire de camionneur. Bonjour, Mesdames, Messieurs, et bienvenue à Histoire de camionneur. On parle beaucoup de l'industrie de l'automobile avec son moteur à essence qui aura à faire face à de nouvelles normes anti-pollution dès 2010. Ce sont des normes extrêmement sévères. Mais on oublie souvent de parler de l'industrie du camionnage et du transport en général qui, elle, utilise le fameux moteur turbo-diesel qui aura à respecter des normes aussi très sévères. Alors, pour répondre à cette question, on a décidé de se déplacer à Columbus, en Indiana, plus précisément chez le fabricant de moteurs Cummins, connu mondialement pour la qualité de ses moteurs, afin de répondre justement à toutes ces interrogations techniques et surtout environnementales. Bien avant que Cummins ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un leader mondial du moteur diesel, le son de ces moteurs s'est d'abord fait entendre et valoir dans les champs agricoles au début du siècle. Ces moteurs portent fièrement un nom empreint d'histoire et de fierté. Alors, Michel Bergeron, bonjour et bienvenue à l'Histoire de camionneur. Bonjour, Pierre. On va parler tout au long de l'émission du merveilleux monde de Cummins parce que c'est vraiment une entreprise gigantesque. Mais tout d'abord, faisons un petit retour en arrière. Parle-moi un petit peu de l'histoire de cette entreprise. Bien, Cummins a été fondé en 1919 par Claycy Cummins, qui était un mécanicien d'une famille riche de Columbus et qui s'occupait de faire la maintenance de certains véhicules. Son rêve était de pouvoir démontrer qu'on pouvait utiliser dans le transport un moteur diesel. En 1931, il a traversé avec un camion de New York à Los Angeles pour seulement 11 $ de carburant. Bien sûr, le carburant n'était pas au prix d'aujourd'hui. C'est sûr, mais quand même, hein, son idée, finalement, c'était de démontrer l'efficacité du moteur diesel. Tout à fait. Et son efficacité énergétique, très important. Aujourd'hui, Cummins est présent dans 160 pays à travers le monde. Il y a 76 plants de manufacturation ou d'installation qui leur appartient. Au-dessus de 30 000 employés maintenant en l'organisation de Cummins. Et évidemment, aujourd'hui, on en arrive avec une génération de moteurs qui a grandement évolué. Et il y a aussi beaucoup de modèles de moteurs qui sont offerts. Oui, Cummins a développé plusieurs lignes de produits afin de répondre à ces différents secteurs de marché. On n'est pas seulement dans le domaine du camionnage. Évidemment, je pense que c'est un élément qui est important ici, avant d'aller plus loin, c'est d'expliquer aux gens qu'il y a quand même une différence entre un moteur à essence et un moteur turbo-diesel. Oui, la différence la plus importante est la façon que la combustion se crée. Sur un moteur à essence conventionnel, c'est une combustion qui est faite par allumage, la bougie qui sert d'allumer la combustion. Tandis qu'un moteur diesel, c'est par compression. Et la température de la compression permet de faire une explosion. Vous allez nous accompagner tout au long de l'émission. D'ailleurs, après la pause, Michel, on s'en va à l'usine de fabrication de ces fantastiques moteurs. Michel, la technologie utilisée par Cummins pour assembler les moteurs qu'on va voir aujourd'hui est tout à fait particulière. Effectivement, au lieu d'utiliser une robomatique à pleine capacité, on utilise encore certaines méthodes traditionnelles de montage manuel. On va commencer d'ailleurs par le bloc moteur qui arrive dans l'usine. Et ce que je dois vous dire ici dès le départ, c'est que ces fameux moteurs 6,7 litres, 6 cylindres en ligne, on les retrouve dans les Dodge Ram de série 2500 et 3500. Alors là, on voit le bloc cylindre qui est installé sur la chaîne. Oui. Et déjà, en partant, c'est une étape importante. Alors, évidemment, c'est le cœur du moteur. Et là, on va y rajouter un paquet d'éléments, dont, évidemment, le fameux vilebrequin
qui est assemblé manuellement. Et là, évidemment, on voit défiler le moteur dans différentes étapes d'assemblage. Ce qu'on voit aussi, ce sont ces fameux chariots qui supportent le moteur au fil de l'évolution de la chaîne et qui est à la hauteur de l'ouvrier. Oui, ce chariot, d'ailleurs, va demeurer avec son moteur jusqu'à la fin de sa production. Ah oui? Et à chaque station, d'ailleurs, on voit ici les arbres à cames qui s'installent. Par la suite, nous allons passer au piston, au bielle. Et toutes les composantes vont être, station par station, installées jusqu'à la terminaison de son montage. Malgré tout, il y en a de la robotique sur la chaîne d'assemblage. On voit justement l'endroit où on assemble les segments de piston. Ça, c'est fait de façon informatisée. Oui, et la raison, c'est qu'il y a, lorsqu'on est en position de respecter des tensions, il ne faut pas écarter trop les segments parce qu'on pourrait les endommager. Oui. Et donc, c'est une section qui est installée d'une façon automatisée. Ça demande beaucoup de précision. Beaucoup de précision et il faut se limiter dans la façon qu'on manipule. Donc, vous constatez ici que le moteur commence à prendre forme, tout est installé. Et là, on va poser la tête du moteur, qui est une composante mécanique stratégique, très importante. Très importante parce que beaucoup de choses s'y rattachent. C'est là qu'on va retrouver ces valves, c'est là qu'on va trouver ces ajustements des injecteurs qui vont être ici. Alors, c'est la raison pour laquelle on est automatisé lorsqu'on vient au serrage final de la tête. Le turbo, en tant que tel, arrive déjà préassemblé dans une autre usine de Cummins et qui s'occupe de faire le montage de son turbo. Et pour ensuite être installé final sur le moteur, dans un ensemble. C'est très impressionnant de regarder ça. En passant, comment est-ce qu'il se fabrique de moteurs par jour dans cette usine-là? Bien, juste ici, aujourd'hui, les données montraient qu'ils voulaient fabriquer 537 moteurs. C'était l'objectif de la journée. Actuellement, Pierre, on est au Centre de développement et de recherche de Cummins à Columbus, en Indiana. Ce centre de recherche est très particulier et le plus important de sa catégorie au monde actuellement. On est dans un environnement où il y a 89 cellules de tests et pour toutes sortes d'applications, recherche, développement, futur. Et chaque cellule a son propre moteur indépendant, là. Oui. C'est une cellule, un moteur, un ingénieur. Tout à fait. On va jusqu'à 3000 chevaux vapeur de tests à l'intérieur de ces cellules-là. Il y a un autre endroit aussi où j'ai été fasciné, c'est une espèce de laboratoire de chimie, je sais pas trop quoi. C'est super moderne. Qu'est-ce que c'est au juste? Bien, c'est très spécialisé justement pour les émissions de contrôle. Les émissions de contrôle des matières particulières, des NOx. Alors, il faut vraiment bien les comprendre. Et puis, c'est pour ça qu'on a des chimistes aujourd'hui dans le groupe. Et puis, il faut être capable d'aller jusqu'au fond de la matière pour la contrôler, pour être capable de prendre les bonnes étapes au niveau de la manufacturation du moteur, du design du moteur. Tout le monde parle de 2010 comme si c'était un mur de béton qu'il fallait franchir. Ça a l'air d'être colossal comme défi pour l'industrie, ces nouvelles normes-là. C'est quoi, au juste? En fait, c'est un très gros défi et c'est de pouvoir contrôler les émanations des gaz polluants, deux particuliers, les NOx et les matières particulières. C'est à des niveaux tellement bas que c'est là qu'est le défi très important. Ah bon, c'est que là, vraiment, ce sont des normes extrêmement sévères. Très sévère. Les normes environnementales, là, ça date pas d'hier, ça. En fait, on catégorise ça en 3 grandes décennies. La décennie des années 70 a été le développement des turbos. C'est là qu'on a vraiment vu les turbos se développer. Dans les années 80... Des turbos qui amènent beaucoup plus d'air au moteur, finalement. Qui gardent une pression dans le système d'air, qui permet d'avoir une meilleure efficacité. Et dans les années 80, on a vu, c'était la décennie des systèmes de refroidissement. Parce que les moteurs plus petits, plus légers, on leur demandait plus de tension, donc ils créaient plus de chaleur. Alors, il a fallu trouver des moyens pour avoir une meilleure dissipation de la chaleur. Et des années 90, on a vu toute l'électronique faire son entrée dans notre industrie, qui est très importante. Alors là, on fait le pas vers les années 2010. Alors, tous ces éléments-là, tous combinés, là, on est prêt à faire face aux émissions de contrôle très sévères des années 70. Et c'est là que le développement est mis à sa plus grande valeur actuellement. Et il faut annoncer la bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà dit à tout le monde... Nous sommes un manufacturier qui, fort heureusement, avons trouvé la solution pour 2010. Alors, en 2010, on a annoncé en septembre dernier que nous sommes certifiés à pouvoir rencontrer les normes avec la technologie qu'on a développée, entre autres ici. Fantastique. Nous savons tous que le transport des marchandises est un pilier essentiel de l'essor de notre économie.
Malgré cela, la vue d'un gros véhicule sur les routes fait naître chez chacun de nous une réflexion de plus en plus généralisée. Pollution, gaz à effet de serre. Entre 1990 et 2005, les émissions de gaz à effet de serre, ou GES, générées par les véhicules lourds ont augmenté de 46 %. C'est que le transport routier est le mode le plus sollicité et le plus utilisé pour acheminer les marchandises de toutes sortes. L'amélioration de l'efficacité énergétique pour ce type de transport devient donc un enjeu d'une grande importance. On a deux programmes qui sont mis en place. Un premier qui découle directement du plan d'action du gouvernement du Québec en matière de changement climatique. Alors, via ce plan d'action-là, le ministère des Transports s'est vu confier le mandat de mettre sur pied un programme visant à réduire la production de gaz à effet de serre via l'industrie du transport routier des marchandises. Essentiellement, le programme consiste à la mise en place ou à l'implantation de nouvelles technologies qui vont favoriser la réduction des gaz à effet de serre. Ce programme soutiendra non seulement les entreprises de camionnage, mais également celles qui œuvrent dans le transport maritime et ferroviaire, puisque ces autres modes consomment aussi, mais dans des proportions différentes, du carburant, donc émettent des GES. Concrètement, le programme se traduira par une aide financière pour faciliter l'acquisition d'équipements comme des groupes électrogènes de pointe, systèmes de chauffage ou systèmes de climatisation de pointe, ordinateurs de bord, ainsi que des équipements améliorant l'aérodynamisme des véhicules. L'ensemble de ces équipements permettent de réduire la consommation de carburant d'un véhicule lourd. On pourrait également financer des projets de recherche qui auraient pour objectif la réduction des gaz à effet de serre. Un second programme est entré en vigueur le 1er juin 2006. Il s'agit du Programme d'inspection et d'entretien des véhicules automobiles lourds, PIEVAL. Alors, l'objectif du PIEVAL est fort simple, c'est d'assainir la qualité de l'air en réduisant l'émission des particules en provenance des véhicules lourds. En effet, ces particules fines sont responsables du smog en milieu urbain, phénomène qui peut entraîner des problèmes de santé publique. Alors, l'entretien des véhicules réduit également leur consommation de carburant et donc leur émission de gaz à effet de serre. Les inspections se font visuellement, sur route, par les contrôleurs routiers de la Société d'assurance automobile du Québec. Alors, il existe d'autres mesures qui permettent de diminuer la consommation en carburant des véhicules lourds. Par exemple, la formation des conducteurs en conduite éco-énergétique, les spécifications mécaniques optimales, l'amélioration de la logistique afin de réduire le nombre de retours à vide. On pourrait également parler de l'amélioration de la performance des différents modes de transport au sein de la chaîne logistique. Alors, on a une étude américaine qui démontre qu'en mettant en place ces mesures-là, on pourrait facilement réduire la consommation énergétique des véhicules de 30 à 50 %. Donc, avec la hausse actuelle du prix du carburant, je pense que les entreprises ont intérêt à prendre des mesures pour réduire leur consommation de carburant. Ce segment vous a été présenté par le ministère des Transports du Québec. Maintenant, là, on change de section. Notre moteur est assemblé et on se retrouve sur le banc d'essai. Oui, il y a deux étapes de banc d'essai. Il y a une première étape qui est un essai à froid. Donc, on ne lance pas le moteur à ces explosions. On ne fait que s'assurer que la lubrification et toutes les pièces qui doivent tourner ensemble sont bien coordonnées, bien harmonisées. Par la suite, on va passer à un démarrage et une vérification. D'ailleurs, tous les moteurs qui sont produits ici passent tous à une vérification complète. Une mise en marche. Une mise en marche. Alors, on part le moteur, on le fait travailler, on le fait forcer pour s'assurer qu'on va avoir une livraison de moteur selon les standards de commerce. Et, bon, ben après ça, c'est l'esthétique. Vous pouvez remarquer que sur les moteurs des Dodge, il n'y a pas de peinture qui est ajoutée. Ce n'est que du protecteur. Et puis, il y a une cuisson qui doit se faire. Prêt à la livraison, dernier petit détail, on installe les couverts finaux et puis on expédie à notre client. Voilà, c'est tout simplement ça, l'assemblage d'un moteur turbo-diesel. À travers les gens que nous vous présentons à Histoire de camionneur, il y a une caractéristique qui revient sans cesse. C'est la passion de la route, la passion des camions, de la mécanique. On ne fait pas semblant d'aimer le camionnage. Et ça, les deux centres publics l'ont très bien compris. Quand tu prépares ta rétrogradation,
est-ce que tu y vas par machination ou tu y vas avec des manœuvres? Dans le sens que est-ce que tu pars tout le temps au même point pour finir au même son ou finir à la même précision? Je pense vraiment pas qu'on puisse s'improviser chauffeur de camion sans voir les intérêts et puis les qualités pour en devenir un bon. Ici, au CFTR, on passe par une séance d'information. Tous les intéressés doivent s'inscrire à une séance d'information. On explique vraiment la réalité du métier du camionnage, dans tous ses sens et horizons, que ce soit local, longue distance, même j'allais jusqu'au travail d'équipe. Donc, les gens savent dans quoi ils embarquent. Et puis, par la suite, on va expliquer aussi ce qui est notre programme de formation. Ils vont bien vite réaliser qu'ils ne sont pas ici pour obtenir une classe 1, mais beaucoup plus dans l'intérêt d'obtenir un diplôme d'études de professionnel en transport par camion, desservi par le ministère de l'Éducation du Québec. Nous expliquons aussi les critères d'admissibilité de l'Assurance automobile du Québec, les critères du MELS, ministère de l'Éducation, et ceux du Centre de formation en transport. C'est pas n'importe qui va rentrer là-dedans. L'employeur veut quelqu'un de très sérieux, responsable, courtois, une bonne personnalité. Ça lui prend aussi quelqu'un qui est capable d'être indulgent, d'avoir du jugement. En fait, le transport, c'est un service à la clientèle. Il faut rendre à l'industrie ce que le client a besoin. À la même précision, je descends mon RPM à 1200, je maintiens mon fuel et à 1500, je peux me permettre de rétrograder. Parfait, on peut y aller. Ça nous prend énormément d'autonomie et de débrouillardise. C'est pas tous les jours que le répartiteur va te donner ta réponse à ta question, à savoir qu'est-ce que je dois faire, quelle décision je dois prendre. Le chauffeur doit faire preuve de bon jugement à chaque moment de la journée et prendre ses décisions par lui-même. Ce qui est très important dans ça, d'avoir la certitude que ça va fonctionner. Si on fait quelque chose, il faut être certain avant de le faire que le cheminement dans ta tête il soit fait, il soit prêt pour obtenir la perfection. Le métier de camionneur, c'en est un vrai. C'est en quelque sorte une façon de vivre, mais c'est avant tout et surtout une question de savoir-faire. Ce segment vous a été présenté par les centres de formation en transport de Charlesbourg et de Saint-Jérôme. Bon, on a parlé beaucoup des moteurs, mais je pense qu'il n'y a rien de tel que d'utiliser un banc d'essai sur lequel il y a un moteur qu'on fait des recherches dessus pour vous expliquer où se retrouvent les différentes composantes du système antipollution. Michel, qu'est-ce qu'on a là? Bien, on a un moteur Cummins ESX qui ont des particularités au niveau de sa technologie qu'on a créée pour rencontrer les émissions de contrôle. Ça, c'est un 2007. Alors, on trouve ici, c'est le mélangeur des gaz à recycler qui est ici. On retrouve par la suite le module de contrôle électronique qui a été développé, beaucoup plus performant. Le système d'injection est en deux parties et est aussi très important sur ce moteur-là parce que c'est de la haute pression. On a aujourd'hui un système d'injection à très haute pression qui permet d'avoir une injection très précise. Alors ici, on est vraiment au cœur de la technologie que Cummins a développée. C'est un turbo à géométrie variable qui permet de garder une pression constante dans toutes les situations du moteur, toutes les révolutions, à partir du démarrage, aller jusqu'à sa pleine performance de puissance. Bon, maintenant, il reste une composante essentielle au contrôle des normes, ou plutôt des émissions polluantes. Hein? Oui, absolument, tu peux pas mieux dire. C'est un filtre à particules qui vient compléter l'antipollution du moteur. Alors, ce système vient capter les matières particulières pour les isoler et puis les éliminer. Il y a une nouvelle aussi réglementation qui arrive, tranquillement pas vite, qui est en train de s'implanter. C'est qu'on ne peut plus laisser tourner les moteurs comme ça, là, sans utiliser le camion. Tout à fait. Et une des façons que Cummins a développé, c'est une petite génératrice d'appoint qui permet de fermer le moteur principal et pouvoir faire fonctionner l'air climatisé, le système de chauffage dans la cabine ou le micro-ondes ou la télévision. Sans polluer à l'extrême comme on faisait auparavant. Tout à fait. Michel, l'émission est déjà terminée, mais il faut quand même parler un petit peu d'avenir avant de se quitter.
Oui, bien, il y a différentes possibilités devant nous. Et Moi, en tout cas, je pense à l'hybride en partant, là. Bon, l'hybride est une possibilité, mais sauf qu'elle ne sera pas très applicable dans le grand routier. Ah. L'hybride va avoir son application dans l'urbain. Tandis que le transport longue distance, on peut comprendre qu'on ne peut pas se mettre en réénergie trop rapidement. Ouais, alors, c'est vrai. les autres alternatives vont être la continuation du développement avec le moteur diesel. Oui. On n'a pas terminé. OK. Et les possibilités d'avoir du gaz naturel qui va prendre aussi de la place dans l'industrie du camionnage. Alors, Est-ce que ce cette serait le possibilité- même moteur ou bien non? Effectivement, c'est le même moteur. Cummins a déjà